Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Le mobile. Une nouvelle de Alfred E. Van Vogt. Troisième partie. Au cours des minutes qui précédèrent sa pleine reprise de conscience, elle ne cessa de gémir et de pleurer. L'horreur de ce qu'elle avait vu avant de succomber, le couteau planté dans son cœur, était gravée dans son esprit comme une brûlure à l'acide. Elle s'était réveillée en sursaut. Elle était à ce moment cachée dans une vaste pièce d'un aspect singulier. Il lui fallut un bon moment pour se rendre compte qu'elle était étendue sur une table, et toute une longue minute avait dû s'écouler avant qu'elle constatât avec hébétude que le couteau n'était plus planté sous son sein gauche. Avec un choc qui la traversa comme la foudre, elle comprit qu'elle était en vie et ne ressentait aucune souffrance. En vie. Elle se redressa en tremblant, mais aussitôt elle s'effondra sur le dos, terrassée par une douleur aiguë qui lui transperçait le sein gauche, comme un coup de poignard. Sa douleur se calma petit à petit, mais le fait même qu'elle était réelle la laissa transie de peur et sans force. Elle se tint immobile, n'osant plus faire un mouvement. Progressivement, elle prit conscience du cadre alentour. La pièce mesurait environ 30 mètres carrés. Elle était pleine de petites cases en verre. Celles-ci étaient placées le long des murs, à même le sol, et il y avait peu de distance entre elles. Chaque case était divisée en compartiments d'environ 60 centimètres carrés. En inclinant la tête de côté, Virginia pouvait apercevoir parfaitement l'intérieur des compartiments sur sa droite et sur sa gauche. Chacun d'eux contenait quelque chose qui ressemblait à un cœur humain et qui était suspendu à un petit levier encastré dans le plafond. Elle les fixa, ébahie, et elle était sur le point de détourner les yeux quand, soudain, l'évidence la frappa et la laissa pétrifiée. Les cœurs battaient. À un rythme régulier et constant, ils se dilataient et se contractaient, et il n'y avait aucune interruption dans ce mouvement lent. Cette continuité rythmique eut pour effet de la calmer, d'apaiser ses nerfs tendus à l'extrême. Au bout de 5 minutes, elle avait repris suffisamment son sang-froid pour réexaminer avec lucidité sa propre situation. Prudemment, presque sans crainte cette fois, elle leva la tête, et elle découvrit un détail qui lui avait échappé jusqu'ici. Un carré d'étoffe avait été découpé dans sa veste de pyjama en soie. Il y avait un pansement blanc, propre, soigneusement fixé à l'endroit où le couteau lui avait pénétré la chair. Assez curieusement, la blancheur de ce pansement la rassura, lui rendit un peu de son courage. Cela laissait supposer qu'on s'occupait d'elle. La menace brutale de la mort était écartée. Elle commença à envisager l'avenir avec un peu plus d'espoir. Sans doute se trouvait-elle dans la clinique de quelque chirurgien du voisinage. Elle avait dû y être transportée d'urgence. Elle était en vie, mais il était tout de même étrange qu'aucune infirmière ne veillât sur elle. On n'allait sans doute pas la laisser longtemps étendue sur cette table. Tout à coup, elle fut prise d'un accès de colère. Et comme la peur était toujours sous-jacente à ses préoccupations, comme elle menaçait de l'engloutir ainsi qu'une bête noire, sa colère fut anormalement violente et déraisonnable. Au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, elle maîtrisa sa colère. Si elle avait été couchée dans un lit, elle serait restée tranquille et elle aurait calmement attendu les événements. Mais il était impossible de demeurer longtemps sur cette table dure et inconfortable sans s'énerver. Elle leva une nouvelle fois sa tête qui reposait à plat sur la table. Avec prudence pesant principalement sur son bras droit, elle se redressa pour se mettre en position assise. Rien ne se produisit, pas la moindre douleur, pas le plus petit élancement de cette souffrance aiguë qui l'avait déchirée quelques instants auparavant. L'essentiel était de ne pas faire des gestes trop rapides. Elle demeura assise pendant 1 minute sur le bord de la table, les jambes ballantes, examinant la quantité fantastique de cœurs humains dont elle était entourée. De rechef, elle fut gagnée par une étrange frayeur. Ces rangées de cœurs battant tranquillement, chacun dans son compartiment, chacun avec son mouvement perpétuel, avait quelque chose d'irréel. Le plus inquiétant était l'absence de tout être humain. Excepté ces mystérieuses cases habitées, la pièce était entièrement vide. Ceci était propre à éprouver la résistance nerveuse de n'importe qui. Frissonnante, Virginia se laissa glisser sur le sol. Elle resta debout, immobile,
attendant que son corps reprenne quelque force. Elle fut agréablement surprise de constater que la vigueur refluait en elle et était bien réelle. Elle longea un mur aux cases alignées, ne regardant que distraitement la double rangée de cœurs. Devant leur grand nombre, elle se sentit de nouveau mal à l'aise. Il y avait une porte au fond de la pièce. L'un de ses gonds et la serrure étaient sérieusement malmenés. Toutefois, elle s'ouvrit facilement. Elle donnait sur un escalier qui conduisait à une autre porte. Virginia grimpa les marches en hâte, cédant à un sentiment de panique, au besoin de fuir ses phalanges de cœur battant sans bruit. La seconde porte était en métal. Sa serrure avait été forcée brutalement, bien qu'il y eût une clé dans le trou dont le pourtour solide était fracassé. Virginia ouvrit la porte avec une curiosité avide. Elle franchit le seuil et sortit sur un sentier embroussaillé. Un soleil éclatant brillait au-dessus du sommet dégagé d'une proche colline. Elle marcha tant bien que mal dans cette direction, escalada la pente, atteignit le sommet et resta clouée sur place devant le spectacle qui s'offrait à ses yeux. Virginia Mansion s'arrêta dans le récit de son aventure. Son mari l'avait allongée sur le lit. Prosternée sur sa couche, elle le fixait tandis qu'il l'observait avec une tendresse bourrue. « Mais tu n'es pas morte. Tu es ici avec moi, saine et sauve. » « Tu ne comprends pas, chérie. Tu ne comprends pas. » « Poursuis, ma chérie. Qu'as-tu vu de si extraordinaire ?» Une île de corail, une véritable jungle de verdure entourée d'une mer bleue qui s'étendait à perte de vue. Le soleil de midi brillait dans le ciel. La chaleur était brûlante au point de l'incommoder. Prise de vertige, elle se tourna vers la porte par laquelle elle était sortie. Elle s'attendait à apercevoir quelques maisons ou bâtiments, mais il n'y avait rien de tel. Des broussailles envahissaient les pourtours dans un enchevêtrement épais. Même la porte ouverte était à moitié cachée sous le lichen qui s'entrelaçait étroitement sur la partie métallique exposée. L'air dégageait une forte odeur de végétation en cours de décomposition. Seule, sous l'immensité d'un ciel étincelant, Virginia ressentit soudain la crainte irraisonnée que la porte ne se ferme et ne l'isole à jamais dans cet univers désert. Elle fixa la porte, minée d'angoisse. Elle avait à peine fait 3 pas vers celle-ci quand, soudain, un petit sifflement perçant atteignit ses oreilles. Il venait de l'horizon sur sa droite. D'abord faible et éloigné, il s'intensifiait à mesure qu'il se rapprochait. Après un instant de perplexité et d'appréhension, elle reconnut avec soulagement l'origine du bruit. Un avion à réaction. Il fut d'ailleurs vite visible, minuscule point noir dans un vaste océan bleu. Il grandit à vue d'œil. C'était un appareil d'environ 60 mètres de long, sans ailes, excepté les ailettes incurvées de sustentation. Il passa dans un éclair sans apercevoir les signes qu'elle lui adressait en agitant frénétiquement son bras. Parti d'au-delà des horizons lointains de l'Est, il glissait vers le soleil couchant, assurant son service ultra-rapide d'avion de transport. Elle le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparût dans le flamboiement du soleil, et son ultime espoir disparut avec lui. Le retour du silence la surprit. Bouleversée et gravement déprimée, elle se souvint de nouveau de la porte qui risquait de se refermer sur elle. Elle franchit en hâte le seuil et ferma le battant derrière elle, sans toutefois le verrouiller. Tout à l'heure, elle n'avait pas noté la température fraîche et agréable de la grande pièce, ni l'éclairage indirect qui dispensait une lumière reposante. Mais à présent, l'évidence éclatait à ses yeux. Tout cela ne pouvait exister qu'en fonction de quelque installation mécanique. Il devait y avoir un sous-sol, se dit-elle anxieusement, peut-être même un souterrain aménagé. La force électromotrice avait nécessairement une source. Pendant un temps indéfini, elle s'évertua à découvrir une seconde porte, mais en vain. Lassée finalement, elle y renonça et s'allongea sur un divan qu'elle avait aperçu au fond de la pièce. Tandis qu'elle prenait un peu de repos, son regard vigilant enregistra pour la première fois que chaque compartiment transparent portait un petit écriteau. Un nom était imprimé sur le premier qu'elle examina de plus près. Elle lut à voix basse. Morrison John Lawrence, 257 rue Carrigut, ville de New York. Le second portait également un nom et rien d'autre. Virginia marcha lentement le long de la rangée de compartiments. Elle arriva à la lettre N, avant d'être frappée par le fait que les compartiments étaient étiquetés dans un ordre alphabétique. Elle eut un haut-le-corps et se précipita vers la série de la lettre P. Elle trouva immédiatement le nom qu'elle cherchait. D'un œil vague, elle déchiffra l'inscription. Patterson, Madame Philippe.
Cecilia Dorothée, appartement 2, Mayfair, ville de Crest, Californie. Sa consternation s'évanouit brutalement. Le souffle coupé, elle bondit vers la série où devait se trouver Gray. Mais Edgar n'en faisait pas partie. La seule personne dont le nom offrait quelque ressemblance avec le sien était Gray Percival Winfield, 3 Hunting Court, Tottenham West, Londres, Angleterre. S'immobilisant un bref instant, Virginia observa le cœur de Percival, qui battait à un rythme régulier et perpétuel. Après un moment de réflexion, elle se dit qu'Edgar ne pouvait pas se trouver parmi eux. Edgar était un esclave, un robot humain, maintenu par quelques moyens insolites dans l'asservissement et dans l'impossibilité totale de dormir. À ce stade de son raisonnement, elle se trouvait dans une impasse. Il n'y avait rien de spécial à dire à ce sujet. Soudain, une autre idée lui balaya l'esprit, une idée si épouvantable que son cerveau refusa de l'accepter, tandis qu'elle courait vers la série des M, une idée de plus en plus obsédante, de plus en plus effrayante. Elle s'arrêta devant le compartiment qu'elle cherchait. Le cœur qui se trouvait à l'intérieur était légèrement différent des autres. Il battait à un rythme régulier et constant, comme les autres, mais il portait un petit pansement propre sur la veine coronaire qu'elle voyait de face. Les criteaux fixés sur la paroi de verre ne laissaient aucun doute. Virginia Mansion fixa cette chose vivante avec des yeux avides, comme hypnotisée, à l'instar d'un oiseau fasciné par un reptile monstrueux. Un petit bruit se fit entendre derrière elle, mais elle n'en eut conscience que très vaguement. Il se répéta, et cette fois, il retint son attention. C'était un bruit de gorge, comme si un homme s'éclaircissait la voix. Dr. Doyle Cranston, à votre service, madame. Virginia se retourna ainsi qu'un automate, comme dans un état second. Elle était inconsciente même du fait qu'elle n'était vêtue que d'un pyjama devant un inconnu. L'homme âgé qui se tenait en face d'elle ne correspondait absolument pas à l'image qu'elle s'en était faite. Il n'aurait pas dû dire d'ailleurs quel genre d'homme elle s'attendait à voir, mais en tout cas pas quelqu'un dont le visage exprimait tant de douceur, pas ce vieux, très vieux bonhomme aux yeux bleus, fatigué et triste, qui s'inclinait avec grâce. En reprenant la parole, il garda ce même ton prosaïque, désabusé. Le problème de conserver des organes vivants, une fois séparés du corps, fut résolu dans différents pays, avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les meilleurs travaux dans ce domaine ont été faits en Russie. J'apprécie particulièrement les addenda sur le plan de l'automatisme dans le jet que les Russes ont élaboré et porté à un haut degré de perfection. Bien entendu, pour la préservation des organes, je me suis tout bonnement inspiré des découvertes faites par des hommes de science de la Russie et d'autres nations. Je suis moi-même neurologue et je jouis d'une certaine notoriété. À ce moment précis, Virginia retrouva la voix. Elle était restée plantée là, le regard fixe et l'œil vitreux, mais au fur et à mesure que son courage revenait, ses yeux s'animaient. La douceur, le caractère manifestement inoffensif de ce vieil homme la désarmait. Néanmoins, en dépit d'un énorme soulagement, elle ressentait une certaine tension, le besoin de savoir, et celui-ci était plus fort que tout sentiment semblable jamais éprouvé auparavant. « Mais si ce cœur est le mien !» cria-t-elle d'une voix stridente en lançant le bras avec une raideur d'automate en direction de cette chair vivante derrière la paroi de verre. « Qu'y a-t-il maintenant à sa place dans ma poitrine ? Quoi ?» Le vieillard inoffensif prit soudain un air froid et hostile. « Vous avez été poignardé, n'est-ce pas ? Et pourtant vous êtes en train de me parler. Ne vous inquiétez donc pas de ce qu'il y a dans votre corps à présent. J'ai prélevé sur vous bien davantage que simplement votre cœur. Ne vous donnez pas la peine de chercher d'autres incisions dans votre chair. Je ne travaille pas de façon si barbare. Venez par ici. » Sans se préoccuper d'elle, il fit volte-face et se dirigea d'un pas posé, les jambes fléchissant de vieillesse, vers le fond de la pièce. Il toucha quelque chose qui était encastré dans une étroite fente du mur nu. Une porte s'ouvrit sans bruit sur un escalier qui conduisait au sous-sol. La pièce du dessous était aussi grande que celle qu'il venait de quitter. Elle aussi possédait d'innombrables cases de verre. Toutefois, ici, le contenu des compartiments variait. En dehors des cœurs, des poumons et des organes qui ressemblaient au foie, il y avait même un pancréas et 2 paires de reins. Tous ces organes semblaient vivants. Les poumons étaient tout particulièrement robustes. Ils se dilataient et se contractaient avec une force et une vigueur incontestables. Le vieillard s'arrêta devant un compartiment contenant une paire de poumons.
Il s'approcha sans un mot de l'écriteau qui y était fixé. Virginia s'arma de tout son courage en s'avançant à son tour. Elle en eut besoin, car ce fut son propre nom qu'elle lut sur l'écriteau. Lentement, elle se tourna vers le vieil homme et le dévisagea. Son esprit avait repris un peu de sa lucidité, et sa peur peu à peu s'évaporait. Le seul fait qu'il comptait, c'est qu'elle était en vie. Tout le reste était dépourvu de sens. Elle eut un rire âpre. « Je vous en prie, cessez de jouer à ce jeu stupide. Que voulez-vous exactement, vous tous ?» Elle s'était crue calmée, mais il y eut une note tellement hystérique dans sa voix qu'elle en fut bouleversée. « Cette femme, pensa-t-elle, cette horrible femme m'a rendue folle. » Elle retrouva enfin la voix. « Dr. Cranston, vous avez l'air honnête. Que veut dire tout ceci? Que s'est-il passé ?» Le vieillard haussa les épaules. « J'ai bien peur de ne pouvoir vous apprendre quoi que ce soit, sinon ce que vous voyez là. Ce sont vos poumons. Le cœur que vous avez vu là-haut est le vôtre. Un organe entier prélevé n'entraîne pas de dommages sérieux au système nerveux du corps. Seuls 1 ou 2 points clés peuvent en être affectés, et ceux-là sont faciles à rétablir. » Il la dévisagea. « Je suppose que vous êtes sorti. J'ai eu un empêchement qui a retardé mon retour ici. Vous avez eu tout votre temps. J'en suis fâché. Je n'ai jamais été capable de réparer ces serrures. Elles ont été brisées par un homme que j'avais sauvé, tout comme j'essaie de vous sauver, et qui... » Il se tut brusquement. « Oh, peu importe. En ce qui concerne les organes, voici ce qu'il en est. Puisque vous avez été tué, je ne pouvais rien faire d'autre que de procéder à leur prélèvement sur votre corps. Votre cerveau... » Il se tourna vers une case proche. « Est ici. Madame Peterson s'est montrée très consciencieuse. Après vous avoir poignardé à mort, elle a utilisé une longue aiguille pour transpercer votre cerveau à travers l'oreille, puis vos poumons tout aussi délicatement. Elle voulait s'assurer qu'une fois ranimé, vous ne seriez en aucune façon la même qu'auparavant. Elle-même, ainsi que les autres, pensent que, si je suis forcé de faire des répliques d'eux-mêmes, je crée automatiquement une recrue pour eux. Jusqu'ici... » Il eut un sourire sinistre. « Leur raisonnement s'est avéré juste. » Il fronça les sourcils, avant d'enfuir vivement la main dans sa poche et d'en retirer un collier auquel était suspendu un pendentif bizarre. Il le lui tendit. « Voici votre dispositif de radio. Si vous voulez de l'énergie, touchez ce petit levier et dites au-dessus du pendentif « Pressez le bouton 243. C'est votre numéro. 2, 4, 3. Ne l'oubliez pas. Cette fois, j'appellerai à votre place, afin que vous puissiez rentrer chez vous. » Il lui attacha le collier autour du cou, actionna le minuscule levier et dit « Pressez le bouton 243. » Il y eut un temps mort, puis elle se sentit soudain gagnée par une chaleur intense. La sensation fut si forte, le feu qui la brûlait si intense, qu'elle poussa un cri. La respiration lui vint par secousses rapides et pénibles. Elle se tordit de souffrance. Elle eut envie de s'enfuir, mais où s'enfuir dans ce labyrinthe? Elle resta aux prises avec une douleur lancinante qui la traversait comme une traînée de feu. Elle gagna la conviction qu'elle était réellement morte et que tout ce qui lui était arrivé dans le passé immédiat n'était qu'un rêve, un kaléidoscope d'images irréelles surgi du cerveau d'une agonisante. Comme à travers un brouillard, elle vit les lèvres du docteur Cranston remuer, et il lui fallut un certain temps pour saisir le sens de ses paroles. « Très douloureux les premières fois, mais rappelez-vous que votre cerveau contrôle cette source d'énergie. Lorsque vous pensez que vous êtes immatériel, vous le devenez automatiquement. Mais dès que vous chassez cette pensée, vous vous matérialisez instantanément. L'énergie qui commande cette transformation s'affaiblit au bout de quelques heures et exige une charge nouvelle. Je vous accompagnerai jusqu'aux murs extérieurs de votre appartement. » De retour à l'appartement, Virginia racontait depuis de longues minutes en phrases hachées son aventure à son mari lorsqu'elle prit pleinement conscience de n'être pas morte. Elle avait dû rester dans le coma toute une semaine et pourtant, elle ne se souvenait que des quelques heures qui avaient précédé son réveil. À midi, mari et femme en étaient toujours au même point. Virginia ne pouvait s'empêcher de parler. À 2 reprises, Mansion avait réussi à la persuader de se coucher, mais chaque fois qu'il se rendait à la cuisine pour lui préparer un calmant, elle repoussait les couvertures, sortait du lit et le suivait. Avec résignation, il finit par se dire que désormais, il aurait une maladie mentale sur les bras. Par-dessus tout, elle avait besoin de repos, d'un certain temps pour s'apaiser. Il parvint à lui administrer un somnifère aux protéines, mais elle ne commença à s'assoupir
parlant d'une voix de plus en plus somnolente que lorsque son mari se coucha à ses côtés. Alors, elle sombra dans un sommeil agité. Il eut le temps de se poser bien des questions sur ce qu'il devait faire pour sortir de ce dilemme, à présent qu'elle était de retour. Il était toujours profondément embarrassé lorsqu'elle se réveilla, 2 heures plus tard, les nerfs tendus, aux prises avec une terreur débilitante. « Cette femme! Elle a transpercé mon cerveau à travers mon oreille! Elle m'a piqué les poumons! Elle... » Beaucoup de gens ont le tympan percé. Tu n'es pas défiguré, c'est l'essentiel. La phrase avait déjà produit sur Virginia un effet magique, quoique de courte durée, une demi-douzaine de fois. Elle agit cette fois encore. L'expression égarée et bizarre disparut des yeux de la malade, et celle-ci demeura calmement étendue un long moment, si long même que le professeur Mention en devint inquiet. Il l'examina avec précaution. Elle avait les yeux ouverts, le regard fixe, les pupilles rétractées à force de réfléchir. Une minute durant, il l'observa à la dérobée, puis finalement il dit d'une voix lente. « De toute évidence, nous avons affaire à une bande d'individus impitoyables, meurtriers, infiniment malfaisants. Elle s'est formée dans le but de se servir d'une découverte neurologique du docteur Doyle Cranston, lequel ne fait cependant pas lui-même partie de cette bande dont le pouvoir technique et politique semble indestructible. Le nombre de ses adeptes paraît énorme. On imagine une gigantesque pieuvre qui étend ses tentacules sur le monde entier. Or, le vieux Cranston essaie dans les pauvres limites de ses moyens de réparer le mal causé par les monstres qu'il a créés. « Norman !» Au ton de sa voix, Mention comprit qu'elle n'avait pas écouté un seul mot de ce qu'il avait dit. « Oui, chérie. »« Norman, le docteur Cranston ne vivra plus longtemps. Comprends-tu l'importance de cela ?» Il devinait qu'il devait y avoir une signification plus profonde derrière ces paroles, au-delà de la constatation du simple fait. Après un moment de réflexion, il crut comprendre à quoi elle songeait. « Tu veux dire que, après sa mort, plus personne n'aura le moindre contrôle sur ces démons ?» De nouveau, elle parut inattentive à ses paroles. Sa voix se fit plus pressante, plus intense. Elle reprit. « Norman, s'il est le seul à connaître l'existence de cette île, qu'arrivera-t-il à mon cœur, et au cœur et aux organes de tous les autres s'il disparaît? Sûrement, ils ne vont pas continuer à battre, à vivre, sans surveillance. » Chose bizarre, un long moment, Mention fut incapable de saisir le sens de ses paroles. Une hantise supplémentaire s'insinuait sourdement dans l'esprit torturé de sa femme. Il n'avait qu'une seule pensée, la calmer. Il ouvrit la bouche pour formuler des paroles apaisantes, puis il se ravisa soudain. Il resta immobile, littéralement pétrifié. « La voici, » se dit-il. « La voici leur crainte. Ils doivent être désespérés. Rien ne les arrêtera. » Dans son esprit se bousculaient toutes les hypothèses possibles. Le soir venu, il n'avait toujours pris aucune décision. Il était extrêmement difficile de savoir ce qu'il fallait faire, ce qu'on pouvait faire contre une organisation aussi vaste. C'était Le Mobile. 3e partie. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle. Et pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee ou souscrivez à Cosmodieu Premium pour des exclusivités et des avant-premières. Cosmoditrice, Cosmoditeur, je vous souhaite le meilleur. Merci, à bientôt.